Bienvenue à tous et à toutes dans le 7e épisode de ce podcast qui portera sur le TDAH. Donc pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, j'ai un petit peu abordé ce qu'était le TDAH et aujourd'hui on se retrouve avec Vanessa qui est une élève que je suis en nutrition et qui a des enfants TDAH dont même son mari TDAH. Je vais laisser la parole à Vanessa pour qu'elle puisse vous faire part de son expérience. Bonjour Vanessa, peux-tu un petit peu te présenter ? Oui, bonjour Théa. Eh bien, moi j'ai 37 ans, donc je suis maman de 2 garçons, Liam et Léo, qui ont tous les deux 11 et 8 ans, et qui ont eu un diagnostic de TDAH chacun aux alentours de 6-7 ans. Et mon mari, qui a aussi un TDAH et qui s'est découvert plus ou moins au même moment que les enfants. D'accord. Et comment le TDAH de tes enfants et de ton mari ont été découverts ? Eh bien, si tu veux, ça a commencé donc forcément avec mon aîné, Liam, qui avait des difficultés à l'école déjà dès la maternelle, qui était un petit peu différent, et donc qui a bénéficié de plein d'accompagnements avec des médecins différents, ou même tout ce qui est un peu paramédical. Donc lui, il était pas bien dans sa peau alors que c'était un petit garçon qui avait 4-5 ans. Donc nous, ça nous a fait super peur avec mon mari parce qu'un jour, on est rentré de la 2e section de maternelle et il nous a dit moi je voudrais être mort pour être tout seul dans un cercueil. Donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe ? Nous on a quand même la joie de vivre, on n'est pas des personnes qui sont dans des mots comme ça ou dans de la tristesse, on n'avait pas été confrontés à la mort dans notre entourage, donc on a tout de suite contacté notre médecin et un pédopsychiatre pour se dire il y a un mal-être, on est passé à côté de quelque chose qui fait qu'il se sent pas bien, ce petit bonhomme déjà tout petit avec des mots si durs. Et donc, du coup, en effet, un mal-être qui fait qu'il se sentait pas forcément comme les autres enfants dans son école. Il sentait que les autres le comprenaient pas forcément dans ses attitudes, sa façon de parler, etc. Il a vu déjà une orthophoniste, il a vu aussi une psychomotricienne, une psychologue, et en fait, ce sont tous ces médecins-là, tout ce qui est un peu paramédical, tous ces accompagnements-là, qui ont permis déjà de se poser des questions par rapport au TDAH. Et en fait, en faisant le lien entre tous ces professionnels et la pédopsychiatre, puisque c'est toujours un médecin qui pose le diagnostic, elles, par rapport à leur bilan, à leurs interventions, à tout ce qu'elles ont pu détecter chez Liam, il y a eu ce diagnostic de posé de troubles de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Et quelles étaient vraiment les difficultés que rencontrait ton enfant à l'école, exactement, si tu peux me préciser Oui. Donc les difficultés déjà, c'est l'hyperactivité. Je dirais que ça c'est ce qui va se voir en premier, puisque quand on connaît pas un enfant de façon intime ou qu'on n'est pas dans son cercle, quand on le voit jouer quelque part dans un parc, c'est ce qu'on voit en premier. Un enfant qui a du mal à attendre son tour au toboggan, qui va sauter partout. Et on peut voir aussi l'impulsivité, je te disais, il a du mal à attendre son tour, il peut couper la parole pour parler parce que ça lui vient tout de suite et il a besoin de le dire tout de suite quand ça lui vient. Il régule pas ça en fait. Oui. Et puis il y a le côté inattention, c'est-à-dire que il a perdu je ne sais pas combien de casquettes, de bonnets, d'écharpes, il perdait tout le temps parce qu'en fait il posait ça, il avait chaud, il jouait, il posait son pull dans la cour et puis il retrouvait pas parce qu'en plus il repensait même pas à aller le chercher. Donc c'est plein de petites choses comme ça, et dans les apprentissages, forcément l'inattention, ça fait que la maîtresse elle va parler et puis lui il va être dans des idées qu'il a dans sa tête, il va se dire tiens la maîtresse elle va parler, je sais pas, ils vont faire des mathématiques avec un objet, et en fait il va se focaliser sur l'objet qu'il a vu, puis il va se dire oh ce serait cool de faire ça avec, et il écoute plus du tout la maîtresse. Donc c'est vraiment ça. Oui, donc c'est un peu handicapant au quotidien à vivre quand même.
Ouais, surtout à l'école parce qu'il y a des attentes qui sont plus importantes qu'à la maison. C'est sûr qu'à la maison, faut être concentré surtout sur les devoirs, mais quand les enfants sont petits, il n'y a pas de devoirs à la maison. Donc nous, on leur demande pas une attention particulière, et quand t'as qu'un enfant, bah tu sais pas le degré d'activité, d'énergie qu'ont les autres en fait. Donc ça te semble normal. C'est vrai que c'est pour ça que souvent les enfants qui sont hyperactifs, c'est détecté assez tôt parce qu'à l'école, ils se disent oula, celui-là, il attend pas son tour, il est pas dans le rang, il part, il écoute pas, il retient pas. Donc, comme il y a un cadre, une exigence, une rigueur qu'il n'y a pas à la maison, on s'en rend beaucoup plus compte. Et donc, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait plus envie de vivre. Enfin, pourquoi exactement? Est-ce qu'il a traversé du coup une période de dépression ou quelque chose dans le style? Alors, je sais pas si c'était de la dépression, et en plus, sur des enfants aussi petits, c'est assez difficile parce que ils ont du mal eux-mêmes à exprimer les choses, mais il y a eu un gros travail de fait justement sur les émotions, le ressenti, pouvoir exprimer les choses, parce qu'en tout cas, mon grand, il a une hypersensibilité, et en fait, je pense que c'est justement, tu vois, quand ils sont en maternelle, il y a plusieurs jeux, et ben lui, il réfléchissait pas, il voulait un jeu, il le prenait, et puis je pense que par rapport aux autres enfants, ça pouvait les déstabiliser, ils se disaient, bon bah Liam, il est brusque, il pense pas à nous, mais avec des pensées d'enfants de 4-5 ans qui ne peuvent pas forcément mettre les bons mots. Enfin, c'est dur à cet âge-là de formuler des choses, tout ce qui est un peu les interactions sociales, c'est complexe à exprimer. Et quand t'es petit, il y a un enfant qui te prend le jouet que tu veux, tu lui parles plus et puis tu lui expliques pas pourquoi. Et je pense que Liam, il se sentait seul et mal pour ça en fait. Il y a eu une forme, je pense, d'isolement parce que les autres, ils préféraient aller jouer certainement dans leur coin avec des enfants qui partageaient plus ou qui étaient moins spontanés que lui. Déjà, est-ce que tu peux me décrire pour toi ce qu'est le TDAH? Pour moi, c'est un petit peu tout ce que je t'ai cité, c'est vraiment ce trouble de l'attention, en fait, avec ou sans hyperactivité, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas touché par l'hyperactivité, mais ça va être une difficulté à maintenir son attention sur quelque chose, à faire de la multitâche, etc. Et puis, cette espèce d'élan que, en tout cas, l'enfant peut avoir, il a du mal à se canaliser, en fait. Du coup, quelle a été ta réaction quand tu as appris qu'il avait un TDAH? Est-ce que du coup ça t'a soulagé? Parce que du coup tu as pu comprendre pourquoi il était aussi mal? Oui. D'autant que, comme je te le disais, Liam, il a eu un accompagnement pluridisciplinaire, donc avec plusieurs professionnels pendant plusieurs années avant qu'on mette des mots sur ce qu'il avait. Et quels ont été ces professionnels? Donc c'est ce que je citais au départ, il y a eu l'orthophoniste, la psychomotricienne et la psychologue. D'accord. Et tout ça, c'était plus ou moins coordonné par une pédopsychiatre, mais qu'on voyait moins souvent, qu'on voyait qu'une fois par mois. Alors que les autres interventions, c'était toutes les semaines. Et si tu veux, il y a beaucoup de rendez-vous. Pour un enfant qui est si jeune, ça représente quand même beaucoup de rendez-vous. Et nous, on sait pas forcément ce qui se passe. Tu passes beaucoup de temps dans les salles d'attente quand t'es parent, en fait. Parce que, le rendez-vous, il se fait seul entre l'enfant et le professionnel, et donc t'attends, tu sais pas ce qui s'y passe, on te dit ça s'est bien passé ou pas, mais on t'explique pas forcément ce qui s'est passé, et tu sais pas ce qu'a ton enfant. Donc moi je dirais que comme ça a duré comme ça pendant plusieurs années, quand on a eu vraiment un diagnostic officiel, ça a mis des mots, et surtout nous on se sentait déjà outillés pour se dire on sait ce que c'est, on va se renseigner. Alors que quand tu sais pas ce qu'a ton enfant et que tu vois pas sur quoi on travaille, en fait t'es super démuni. Et est-ce que du coup les soins qu'il avait fait avant d'être détecté TDAH, ça l'a un petit peu aidé ou pas trop Oui, ça l'a aidé. Déjà, ça a aidé à cibler quels étaient ses besoins. Ça a aidé aussi à ce qu'on soit entouré, parce que nous, on a eu super peur pour notre enfant, en fait. Avec des mots comme ça, tu te dis qu'est-ce qui va lui arriver, quels sont les actes qu'il peut faire. T'as peur que ton enfant, il se fasse du mal aussi. Donc, on s'est dit, là, au moins, on n'est pas seul pour vivre ça. S'il y a quelque chose à dépister pour qu'il se sente bien, on est entouré pour qu'on puisse faire les choses dans de bonnes conditions et réagir rapidement. Mais c'est dur de mesurer en fait ce que ça a pu arranger, parce que finalement on n'est pas venu avec j'ai un problème, je veux une solution. On est venu plutôt avec il y a un mal-être, on comprend pas le fonctionnement de notre enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc du coup ce qu'il faut faire c'est essayer plusieurs choses pour trouver quel est le problème et éventuellement le régler quoi. Et justement, alors en parlant de ça, comment ça se fait que ton enfant n'a pas détecté TDAH plus tôt? Comment tu l'expliques?
Eh bien, on détecte pas plus tôt en fait. En général, le TDAH, le dépistage, c'est plutôt quand ils sont en âge d'aller déjà au CP. Et ça, même les parents qui se posent des questions, ils pourront aller voir des professionnels, mais le diagnostic réel, il est toujours fait par un professionnel de santé, soit un psychiatre, un neuropédiatre, un pédopsychiatre, et ces professionnels-là, ils le font toujours en général, sauf si c'est très poussé après 6 ans, parce que l'enfant il est encore en développement, etc., et qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine maturité, je pense, du cerveau aussi, pour pouvoir dire c'est bien ce trouble-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des psychologues ou des psychomotes qui vont faire un diagnostic, mais faut bien garder en tête qu'ils peuvent donner leur avis et faire des bilans, et en général il faut le faire, c'est très précieux parce que c'est eux qui vont faire l'analyse, mais le diagnostic final c'est toujours un médecin qui doit le faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notamment tous les professionnels médicaux comme pédopsychiatres et psychiatres, par exemple, n'ont pas tous été formés au dépistage, entre guillemets, du TDAH. Tout à fait. Donc il se peut que n'importe qui aille voir un psychiatre pour la détection du TDAH, ou même au final qu'il a un problème, qu'il soit TDAH, et au final en fait il sait jamais qu'il est TDAH. Oui, on peut passer à côté. Et je dirais qu'en fait, en tant que parent, faut se faire confiance. C'est-à-dire que je trouve que le TDAH, on entend de plus en plus parler. Avant, on disait, ouais, lui, il est hyperactif, mais on disait ça comme ça, entre deux conversations. Sauf que c'est vraiment une pathologie. C'est pas juste, c'est un petit zébulon, il court partout. Et comme on en parle de plus en plus, ce qui est normal, parce qu'il y a à peu près 1 enfant sur 20 qui est TDAH. Donc, dans une classe, il y en a toujours au moins 1. On va se dire si on voit les statistiques. Sauf que, s'ils sont pas hyperactifs, c'est moins facilement détecté, parce que quand t'es pas hyperactif, tu gênes moins, entre guillemets, tu prends moins de place, tu fais moins de bruit. Et puis il y a aussi le fait que tous les professionnels ne sont pas forcément en effet formés, mais en tant que parent, quand on a des doutes, faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est pas parce que la personne est médecin qu'il sait tout, en fait. Si j'ai un doute, je vais voir quelqu'un d'autre, je demande un deuxième avis pour être sûre. Et puis surtout, il faut pas hésiter à consulter différents personnels médicaux pour avoir des avis différents aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, nous, on est un peu aussi le chef d'orchestre, un petit peu, soit pour soi-même, soit pour son enfant, de tous ces professionnels qui vont graviter. Et on a le droit aussi d'avoir les réponses à nos questions. Et si on a un doute, d'avoir un deuxième avis, ça permet soit de se dire, ok, ce professionnel-là, il avait raison, on y va. Ou alors, j'ai bien fait de m'écouter, c'est peut-être pas ça. Parce que je pense que si on ne demande pas ce deuxième avis, on reste dans le doute tout le temps. Et en fait, soit on fait pas les choses après de manière efficace, soit on va pas les faire parce qu'on n'est pas convaincu à 100%. Donc, suite à ce dépistage, comment ton garçon a réagi? Est-ce qu'il a plutôt été content d'avoir pu mettre un mot sur ses difficultés, ou alors justement il s'est dit « Oh mon Dieu, mais je vais devoir vivre ça avec le TDAH toute ma vie, comment je vais faire ?» Alors, déjà, c'est arrivé un peu, on a parlé de ça de façon un peu progressive. Par contre, ça a permis de dire, voilà, les difficultés que tu as, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est pas parce que t'es pas un petit garçon courageux qui donne de son mieux, c'est parce que il y a quelque chose dans toi qui te permet pas de développer ça à fond. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes de vue, il va avoir beau essayer de regarder du mieux qu'il peut en plissant les yeux, si on lui donne pas de lunettes, il verra pas mieux. Donc c'est pas de sa faute à lui, c'est pas un manque de volonté. Donc on va t'aider, on va te donner des outils, un peu comme les lunettes, qui vont t'aider justement à maintenir cette concentration pour que tu te sentes mieux. Et donc, nous, c'est comme ça qu'il y a eu une introduction de médication. Il a eu quoi comme médicament? Donc, du méthylphénidate, qui est le médicament le plus connu, ça peut être du Casim, de la Ritaline, du Medikinet. Nous, il a du Medikinet. Il a commencé par une dose de 10 mg, quand il était en CE1. Et donc là, maintenant, il est à 20 mg. Sachant que le maximum, en général, c'est en dose poids. Si on fait 20 kg, c'est 20 mg maximum. Si on fait 30 kg, c'est 30 maximum. Mais dès que en fait, on essaye une petite dose, et dès que ça fonctionne bien, on s'arrête. Parce que vaut mieux donner la plus petite dose possible. Et en plus, ça donne une marge de manœuvre s'il y a besoin de faire des ajustements après avec le temps.
Là, on est justement, il est en 6e, on est en bilan là pour refaire un point sur est-ce que c'est toujours la bonne molécule au bout de 5 ans, est-ce qu'il faut l'adapter, la changer. Et donc, une fois qu'il a été mis sous Medikinet, tu as vu un réel changement? Alors, franchement, moi, pas trop, parce que ça a pas vraiment changé, ça a pas vraiment changé grand-chose dans notre quotidien familial. Par contre, à l'école, ça a tout changé. Alors pourquoi ça n'a rien changé dans le domaine familial? Alors, ça a rien changé dans le domaine familial parce que dans notre quotidien de tous les jours, finalement, il n'y a pas eu, c'est ce que je te disais, t'as pas des attentes vis-à-vis de ton enfant dans le quotidien. Le matin quand tu te lèves ou le soir quand il rentre, c'est toujours le même. Et puis, sachant que nous, on parle de la médication, mais ça, en général, ça ne se fait pas tout seul. À côté, il y a aussi ce qu'ils appellent la psychoéducation, qui fait qu'on te donne aussi des outils pour mettre en place des routines à la maison, des choses à faire pour que ça se passe bien, avant même de donner la médication ou en complément. Et ce que j'appelle une routine, ça va être le matin, qui prennent l'habitude de faire toujours la même chose. Je me lève, je vais faire pipi, je me lave les mains, je prends mon petit déjeuner, je m'habille, je me lave les dents, je mets mes chaussures et j'y vais. Et une fois que ça, tu l'as fait 10 fois, 50 fois, 100 fois, ça rentre, tu vois ce que je veux dire? Et donc nous, comme toutes ces habitudes, ces routines, elles étaient ancrées, on n'a pas eu besoin de compensation. Par contre, pour les devoirs, oui. J'imagine qu'il avait moins de mal à se concentrer. Ah ouais, et en plus, nous, quand Liam il a eu son traitement, on a eu le Covid 2 semaines après. Ah oui. Qui dit Covid dit qu'on était tous à la maison en train de faire l'école, et on s'est retrouvés avec un enfant qui avait une envie de bien faire, et même c'était nous qui lui disions, écoute, là on fait une pause, ça fait 2 heures que tu travailles, un petit choupi de 7-8 ans, c'est quand même beaucoup pour maintenir son attention, et lui disait non, je fais tout comme ça, après c'est fini, je suis tranquille, et en plus avec plaisir si tu veux. Là on n'était plus dans la douleur de faut que je lise, faut que j'écrive, parce que tu voyais aussi que c'était dur. Et du coup il a vraiment eu un regain de motivation. Oui. En fait, on voyait que des choses qui lui semblaient difficiles devenaient faciles pour lui. Il y avait plus cet effort. Ouais, il y avait plus de procrastination même aussi peut-être. Oui. Alors nous, la procrastination, je trouve que c'est plus quand on est autonome dans les tâches parce qu'on sait ce qu'on a à faire et c'est à nous de nous mettre au travail. Là, un enfant, en général, tu vas lui dire « Allez, on fait les devoirs ». C'est pas lui, surtout à cet âge-là. Et donc, en fait, c'est surtout qu'il y avait des tensions à la maison parce qu'il avait pas envie de faire ses devoirs. En plus, il venait déjà de maintenir son attention toute la journée à l'école, ce qui était déjà très dur pour lui. Et en plus, en rentrant à la maison, rebelote, fallait remettre ça avec les devoirs. Donc nous, quand on a eu le confinement, on s'est dit, mon Dieu, ça va être très dur. Et on s'était même dit, par avance, on fera ce qu'on peut, pas de pression. Et en fait, il a décuplé tellement de travail que presque il a sauvé son année grâce au Covid en travaillant tout seul à la maison. Parce que du coup, il était en échec scolaire ? Je dirais pas qu'il était en échec scolaire parce que c'est un très bon élève qui a beaucoup de rigueur par contre. C'est un enfant qui a envie, qui se donne les moyens et qui va essayer toujours de faire le meilleur de lui-même. Et en plus, il est très bon en maths, il a un très bon raisonnement, il aime beaucoup lire. Mais par contre, faute de concentration et d'énergie, il y a des moments où il pouvait pas fournir autant que les autres en fait. Et donc le médicament, ça lui a laissé cet espace-là de pouvoir donner tout ce qu'il avait à donner. Donc tu vois, comme quoi ça changeait beaucoup. Ça fait une réelle différence. Oui. Et donc ce médicament, comment ça se passe ? Il doit le prendre à vie, du coup ? On ne sait pas. En fait, comme je te le disais, il y a une révision un peu qui est faite régulièrement des besoins de l'enfant. Et puis on sait aussi, on nous a prévenu que peut-être à l'adolescence, à un moment donné, il allait nous dire non, mais en fait, j'en veux plus de ce truc-là, on arrête. Et dans ces cas-là, faut pas contraindre l'enfant parce que c'est son choix quand même. Nous, on lui a toujours demandé son avis pour lui donner. On veut pas le forcer. D'autant que nous, on l'a jamais pris, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il ressent quand il le prend, même s'il s'en est jamais plaint. Mais peut-être qu'à un moment donné, il aura besoin de voir comment il est sans le prendre, et donc peut-être que ça se passera bien, ou peut-être qu'il se dira en fait c'était plus facile avec. Et puis paraît-il, donc ça on verra plus tard, que il y a apparemment certaines personnes qui ont un TDAH qui en grandissant ont un TDAH qui s'estompe, ou alors qui choisissent une carrière, un métier pour lequel en fait il n'y a pas forcément besoin de prendre un médicament parce que le TDAH il s'accorde parfaitement au choix professionnel. Donc dans ces cas-là, sauf peut-être à la retraite, il y aura peut-être, on s'en rendra peut-être moins compte en tout cas.
Donc à voir par la suite au fil du temps. Ouais. Et comment toi tu le vis au quotidien du coup? Donc tu m'as dit que toi tu voyais pas de réelle différence, mais lui comment il le vit du coup? J'imagine qu'il doit se sentir un petit peu mieux dans ses baskets. Tout à fait. En plus, alors ça reste, faut que je te dise aussi que dans le TDAH souvent il y a des comorbidités. Les comorbidités en fait c'est un mot qui fait peur, mais c'est juste que tu peux avoir d'autres pathologies associées. Donc il y a des enfants par exemple qui ont une dyslexie et puis ça. Et j'ai juste une petite question pour l'accompagnement. Du coup c'est gratuit ou c'est payant? Du psychologue? Oui. Alors, nous, c'est payant, mais par contre, si tu fais une demande d'accompagnement dans un CMP, un centre médico-psychologique, c'est pris en charge. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les délais d'attente sont très longs. Donc, nous, si tu veux, quand notre deuxième aussi est TDAH, est complètement différent, mais les TDAH aussi, à chaque fois qu'on nous a dit il y a une suspicion, faut faire des bilans, c'est soit 1 an et demi d'attente, soit faut prendre dans le privé, mais c'est payant. Bah, si tu veux, nous on n'a pas voulu attendre 1 an et demi parce que ça nous semblait super long et on avait peur aussi que au niveau des apprentissages, ils perdent des choses et qu'après il faille rattraper. Donc comme on avait quand même un peu les moyens, on a pris dans le privé et moi j'ai fait des dossiers MDPH pour faire des demandes de prise en charge. Alors c'est très long pour le faire et pour avoir une réponse, mais finalement pour les deux on a eu des prises en charge que ça couvre pas en entièreté mais une grosse partie des dépenses. Une petite partie, ouais. Okay. Et pour en revenir au Medikinet, est-ce qu'il a eu des effets secondaires associés à ce médicament? Oui, alors pourquoi aussi on voit pas toujours à la maison, c'est que on lui donne pas le week-end et en vacances parce qu'en fait Liam ça lui coupe un peu l'appétit. Donc ce qui fait que le midi ça le noue un peu et il mange moins. Bon, là en grandissant, il mange quand même plus et son petit frère qui prend le même médicament, lui, ça lui change rien au niveau de l'appétit. Donc c'est assez variable. Et donc tout à l'heure, tu m'as dit que tes enfants n'avaient pas le même TDAH. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Oui. Alors, je sais pas si c'est pas le même TDAH, mais en tout cas, ils sont pas forcément confrontés aux mêmes difficultés au quotidien. Donc le grand, ça va être plus un enfant donc qui est très sensible aux choses, donc faut vraiment choisir ses mots, etc. et qui a besoin des autres. Il a besoin de se sentir apprécié, de se sentir aimé. Et le petit, alors il est pas hypersensible, pardon, il est TDAH et lui, il a un haut potentiel intellectuel, ce qui fait qu'on a mis plus de temps à le détecter parce que le haut potentiel, il a quand même compensé pas mal aussi le TDAH. Mais il a plus de difficultés sociales, à se faire des copains, à détecter les émotions des autres. Il est beaucoup dans son propre univers, qui intéresse pas forcément les enfants de son âge. Et il s'intéresse à beaucoup de choses, oui, voilà, qui intéressent pas les autres. Et il fait des fixettes, il a des sujets différents qui l'intéressent par période. Et, ouais. Tout à fait. Tout à fait, et il va être vachement focus là-dessus. Donc, les garçons de son âge qui jouent aux petites voitures, ça l'ennuie carrément. Et donc, on essaye de lui expliquer, de lui faire comprendre que finalement, c'est pas ce que font les autres qui comptent, c'est qui ils sont, intéresse-toi à eux pour se faire des copains. Mais comme il est vraiment dans son univers, c'est un apprentissage qui est pas inné chez lui. Il faut vraiment qu'il apprenne comment aborder les autres. Et ça reste encore dur. Hein. Là, il a 8 ans, il est en CE2, c'est encore difficile. Et du coup, il arrive quand même à avoir des copains à l'école? Comment ça se passe? Oui, il est quand même entouré. Oui, en fait, il s'entend bien avec tout le monde. Il joue un petit peu avec tout le monde. De toute façon, quand on arrive à l'école, tout le monde lui dit bonjour. Hein, il est quand même invité aux anniversaires et tout ça. Mais on va dire qu'il se fixe pas à quelqu'un. Il n'a pas un meilleur copain ou un groupe d'amis. On va dire qu'il papillonne un peu, mais qu'il est beaucoup tout seul en fait. Il aime bien faire tout seul ses petites affaires, ses petits jeux. Et de toute façon, ça se voit même dans le cercle personnel. C'est que s'il y a ses cousins qui viennent, ils vont jouer avec le grand, même si ils ont plutôt le même âge que Léo. Mais Léo, ça fait trop de bruit. C'est pas les jeux forcément qu'il aime. Il va s'isoler, faire ses petits trucs dans son coin. Et donc justement, est-ce qu'il est suivi du coup par un quelconque professionnel du coup pour apprendre à se lier aux autres? Tout à fait. Il a aussi un accompagnement avec une neuropsychologue. On a fait récemment des séances d'habileté sociale avec 3 autres enfants. C'est des groupes en fait de plusieurs enfants qui ont des difficultés. Et
En fait, c'était sur 2 grosses sessions de plusieurs séances. Et la première session a pris fin de façon définitive parce que les enfants étaient pas encore prêts. Ça se passait pas bien. Enfin, pas bien. Ça se passait bien, mais ça se passait pas comme c'était avec la neuropsy et une éducatrice spécialisée qui est aussi sophrologue. Donc 2 adultes pour 4 enfants. Et les enfants n'arrivaient pas à rentrer dans l'univers des autres. Donc, du coup, on reprend des séances de médiation cognitive et des séances individuelles, et on va réessayer peut-être l'année prochaine les habiletés sociales, parce qu'aucun des 4 enfants n'était encore vraiment prêt. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il est suivi par un professionnel quelconque ou pas du tout? Oui, donc il a cette neuropsy. Toutes les semaines, il voit un psychomotricien. Parce que c'est pareil, dans son corps, il est un peu robotique, il est pas très à l'aise. Autant le grand, au niveau de la motricité globale, ça va, mais la motricité fine, c'est très compliqué. Le petit, la motricité fine, ça peut encore aller, mais global, moins. Il est très rigide dans son corps. Et ça me fait penser un petit peu à moi. Ah bon? Aussi, oui. J'ai le même problème. Et puis, toujours la pédiatre qui coordonne tout ça et qui fait la prescription du traitement, même si une fois que la prescription elle est fixe, le médecin pendant 1 an peut faire lui-même les ordonnances, mais tous les ans il faut retourner voir le pédiatre ou le neuropsychiatre pour vérifier si c'est toujours bien adapté. Et donc, il a quel âge ton petit? 8 ans. Donc l'année prochaine, il passe en CM1. Oui, on vient de l'apprendre la semaine dernière. Il passe bien en CM1. Ah bah c'est cool. C'est cool. Oui, ça se passe bien. Ils ont de bons résultats tous les 2. Après, on est beaucoup derrière eux aussi pour les soutenir dans leurs devoirs et dans la réussite de leur parcours scolaire en fait. Mais on a de la chance, c'est qu'ils mettent aussi beaucoup de bonne volonté. Est-ce que du coup, du fait de leur différence, est-ce qu'ils se sentent différents des autres? Oui, quand même. Ils en ont conscience, oui. Ils en ont conscience, pas de la même façon. On va dire que le petit, il se dit toujours, en fait, que ses problèmes pour aller vers les autres, tout ça, c'est dû à son TDAH, alors qu'en fait, c'est plus dû au potentiel, si j'ai bien compris. Mais finalement, ça reste quand même une différence. Et le grand, ce qui va être plus dur, c'est qu'au collège, il y a quand même des aménagements scolaires qui sont plus visibles. Enfin, en tout cas, quand t'es en primaire, tu fais pas forcément attention. Enfin, moi, c'est loin la primaire pour moi maintenant, mais je pense qu'on faisait moins attention à ce qu'avaient les autres enfants dans la classe. On se calculait plus, entre guillemets, à la récréation. Alors que maintenant, il y a cette notion de, bah oui, mais toi, t'as un aménagement pour tel devoir, c'est plus facile pour toi. Bah non, c'est pas plus facile pour moi. Si j'ai l'aménagement, c'est parce que justement, c'est plus dur pour moi. Donc, ce besoin peut-être un peu de se justifier, d'être regardé, d'être différent, et tout ça, ça rentre aussi dans sa construction au moment de l'adolescence. Donc c'est pas forcément facile, et je dirais que ça dépend aussi de l'environnement éducatif qu'il y a autour de tout ça. Est-ce qu'à l'école, est-ce qu'au collège on met bien en place les aménagements? Est-ce que c'est fait de façon bienveillante? Moi, je sais que j'ai entendu très récemment quelqu'un de mon entourage qui a un enfant TDAH aussi. Le prof de maths, sur la copie, il écrit carrément plus de points PAP. Donc, au lieu de mettre en place un aménagement pour que l'enfant ait plus de temps pour répondre ou essayer de lui expliquer un peu, tu sais, de façon en direct les exercices, le regarder dans les yeux, lui dire voilà, la consigne c'est ça, est-ce que t'as bien compris, est-ce que tu veux me la répéter pour être sûr, ou est-ce qu'il y a un point que t'as pas compris? Non, il donne le même exercice que les autres, et pour se dédouaner un peu de ses obligations, il met plus de points, mais moi je trouve que c'est horrible. PAP, ça veut dire quoi? En fait, PAP, c'est un aménagement que tu as à l'école au niveau de l'adaptation pédagogique en classe, et ça c'est quelque chose qui peut être mis en place pas par tous les parents, mais les parents qui ont des enfants qui ont toute forme de difficulté, mais qui n'ont pas forcément un handicap ou une pathologie avérée. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pas toujours mis en place de façon... Il n'y a pas de réglementation autour de ça, si tu veux. Par contre, quand vraiment tu veux être sûr que ce soit mis en place, au lieu d'avoir le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, tu peux faire une demande quand tu fais ton dossier MDPH pour qu'il y ait vraiment un projet personnalisé de scolarisation. Ça s'appelle un PPS, parce que là, c'est la MDPH qui statue sur les difficultés et qui dit que oui, il y a besoin de cet aménagement au long cours, et tu as des recours possibles
au niveau de l'académie, mais même au niveau du tribunal, si c'est pas mis en place. Mais tous les enfants ne peuvent pas l'avoir. Faut vraiment qu'il y ait un trouble, un handicap avéré. Et justement, en parlant de MDPH, du coup, ça sert à quoi d'y déposer un dossier? Alors, nous, on l'a fait pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que je te disais, c'était l'aspect financier, d'une part, pour pouvoir faire prendre en charge une partie de nos dépenses liées aux professionnels de santé. On a fait une demande aussi parce que, finalement, quand tu te retrouves avec 3 rendez-vous pour l'un, 2, 3, 4 rendez-vous pour l'autre selon les semaines de rendez-vous médicaux, faut bien les emmener tes enfants. Donc déjà parfois faut les emmener à 30 km, prendre l'autoroute et les péages. Ça te demande de pas travailler certains jours, parce que quand tu as la chance d'avoir un rendez-vous, tu choisis pas toujours le jour de la semaine et l'heure. Donc il y a aussi une espèce de compensation de la perte de salaire. Tu peux faire des demandes aussi pour des aménagements humains ou techniques. Donc humain, nous, notre petit, il a un AESH dans la classe, anciennement les AVS, qui va l'aider, par exemple, si lui c'est le blocage. S'il a jamais fait quelque chose, il est sûr, s'il pense qu'il n'y arrivera pas, il veut pas essayer. Donc l'AESH, il va venir près de lui pour désamorcer un petit peu. Donc ça, c'est vraiment l'aide humaine. Et les aides techniques, ça va être plus si tu as besoin d'un matériel spécifique, d'un ordinateur pour les enfants qui ont une dysgraphie et qui peuvent pas écrire, si tu as besoin d'avoir un tabouret d'assises dynamique pour que l'enfant il puisse bouger tout le temps sans gêner toute la classe. Tout ça, tout ce que tu veux demander comme aide, c'est auprès de la MDPH, dans un dossier que tu fais, et ensuite tu attends que la commission de la CDAPH statue si oui ou non ils acceptent tel ou tel aménagement ou aide financière que tu demandes. D'accord. Et toi, du coup, ton petit, à part l'AESH, il a rien d'autre? Il y a l'aide financière pour la perte de salaire et pour les professionnels de santé, parce que rien que pour le petit, on en a pour à peu près 400 € par mois quand même. Ah oui, quand même. Donc quand déjà tu travailles moins pour l'emmener et qu'en plus tu payes ça, il y a un moment donné où il faut que tu aies une aide, parce que moins de salaire et plus de dépenses, forcément c'est compliqué. En plus, c'est une perte qui est assez conséquente quand même. Oui, et puis on a conscience que tout le monde peut pas se le permettre. C'est pour ça que les CMP existent aussi, pour les parents qui n'ont pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que c'est toujours ton premier recours, essayer de trouver dans un CMP. Moi je sais qu'en tant que parent, je me dis que l'enfant il n'a pas choisi d'être là, c'est aussi mon rôle de tout mettre en place pour qu'il soit bien finalement. Donc on s'est pas posé la question une seconde, tant pis, on se fait moins plaisir au quotidien, mais au moins il a un bon suivi et quelque part il est heureux aussi. Et s'il est heureux, j'imagine que vous aussi vous l'êtes. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ça va de soi. Et selon toi, Vanessa, justement, est-ce que tes 2 enfants auraient pu se passer d'une médication? C'est compliqué. Pour le grand, je suis sûre que c'est pas possible, parce que la régulation de ses émotions, en fait, on sait que c'est un médicament qui va plus ou moins capter tout ce qui est neurodrénaline, dopamine, et plus ou moins guider en fait tout ça dans le cerveau. Donc ça permet vraiment que y a un apaisement aussi psychique pour lui, et de se concentrer à fond sur ses apprentissages. Et nous, on a vu vraiment le jour et la nuit dans les résultats scolaires et dans son apaisement aussi psychologique. Le petit, peut-être moins, mais on va dire que d'un point de vue de son insertion aussi dans la classe, c'est mieux, parce que c'est un enfant qui, il tient aussi un peu de sa mère, il est très pipelette, mais il va pas comprendre qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il va pas comprendre que la personne en face ne l'écoute pas. Moi, quand on m'a dit, mais il vous parle de quoi toute la journée, j'ai dit, écoutez, je vous dirai ça la semaine prochaine, je vais écrire parce que je ne l'écoute plus. Il ne s'arrête jamais. Je ne sais pas de quoi il parle. Il détecte pas la personne en face, si la personne en face est plus ou moins non, ça ne l'arrête pas. Si la personne le regarde même pas et fait autre chose, il continue. Donc en classe, c'était compliqué parce que il coupait la parole dès qu'il savait la réponse. Il levait pas la main pour répondre, il coupait la parole. Ou alors, si tu veux, la maîtresse parlait de quelque chose, ça lui faisait penser à un truc, et puis tout d'un coup, il se mettait à parler de ça devant tout le monde. Sauf que en fait, c'est pas le sujet du tout, quoi. Puis on t'a pas donné la parole. Donc je dirais que pour ses apprentissages, ça l'aide, mais surtout ça aide aussi à ce que il puisse intervenir dans des moments qui sont beaucoup plus adaptés
et à comprendre aussi comment pas se faire bouler par les autres, parce qu'en fait il arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe, ou alors il fait des discours qui durent trop longtemps, quoi. Donc ça va l'aider lui plutôt à réguler à quel moment je parle, est-ce que j'ai le droit à la parole, est-ce que j'ai écouté l'autre, est-ce que c'est mon tour de parler. Être un peu plus calme au final. Tout à fait. Plus posé. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer en France concernant la prise en charge des personnes qui ont un TDAH? Complètement. Déjà, je dirais d'un point de vue du regard des autres et des préjugés qu'il peut y avoir de façon globale. Là, je parle un peu de la société. C'est assez méconnu, mais parce qu'on en parle peu, c'est ce que je te disais, quand on va parler de TDAH, on va avoir en tête un enfant qui ennuie tout le monde parce qu'il est trop présent et ça gêne. Sauf que pour moi, il n'y a pas que ça. On n'en a pas spécialement parlé, mais ça fait qu'on détecte aussi beaucoup moins des gens qui n'ont pas le côté hyperactif et qui ont juste un trouble de l'attention. On va dire, cet élève est dans la lune, il papillonne, n'est pas concentré. Et on va pas se dire, il y a peut-être un trouble de l'attention. Donc, du coup, ces enfants-là, ils sont diagnostiqués plus tard, parfois adultes, parce qu'en fait, ils se posent plein de questions et ils sont pas bien, et ils se disent à l'école, j'étais nulle et tout, mais en fait, c'est juste que ça n'a pas été détecté. C'est souvent en plus des femmes, parce que je sais pas pourquoi les chiffres disent bien que souvent les femmes ont un trouble de l'attention sans hyperactivité. Je pense que tu te reconnais aussi un peu dedans, et moi j'ai aussi des gens dans mon entourage, des femmes qui ont été détectées sur le tard. Et puis il n'y a pas forcément non plus, je trouve, un accompagnement qui donne des billes aux parents. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure qu'on passe beaucoup de temps dans les salles d'attente à attendre que ça se passe. On nous dit pas, vous pouvez vous former, vous pouvez mettre ça en place à la maison, vous pouvez trouver des outils, ce qui fait que si tu te laisses un peu porter, ou si toi-même t'as un TDAH ou des difficultés, tu vas pas aller plus loin. Parce que souvent, les parents TDAH ont des enfants TDAH. C'est souvent héréditaire, d'ailleurs. Ouais, oui. Et en fait, tu te sens un peu démuni parce que t'as pas d'outils, t'as pas de billes, toi à la maison, pour aussi faire ce chemin-là d'apporter des solutions à ton enfant. Donc en fait, t'as l'impression que ça t'échappe un peu. Et en fait, ce qui manque, du coup, c'est un accompagnement envers les parents TDAH. Envers les parents, ouais, tout à fait. Et puis même envers l'enfant, lui expliquer vraiment comment lui, il peut s'en sortir, quelles sont les choses qu'il puissent mettre en œuvre au quotidien, parce que juste voir l'orthophoniste ou apprendre, en fait, ils apprennent des choses concrètes sur l'instant, mais on se projette pas dans le futur sur comment aménager tout ça. Et aussi, en effet, comme tu le dis, on n'aide pas vraiment les parents à maîtriser ce domaine. Et si je me trompe pas, d'ailleurs, Vanessa, tu es spécialisée dans cette activité-là d'accompagnement. Oui, tout à fait. Récemment, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir accompagner des parents qui, comme moi, se sentent... parce que moi, je me suis sentie super démunie, en fait. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'être active dans la réussite de mes enfants. Et en fait, on me donnait rien on me donnait pas d'outils, on me donnait pas de conseils. Alors, je peux pas dire qu'on me donnait 0 conseil, ce serait mentir, mais c'était pas à la mesure de ce que je voulais, en fait. Je voulais vraiment être partie prenante de tout ça, et surtout... permettre à mon enfant d'être épanoui, d'assumer qui il est, parce qu'ils sont super, ils sont géniaux, et sans avoir besoin de s'excuser, parce qu'en fait on est tous différents, mais surtout en sachant quoi mettre en place dans leur vie, dans leur quotidien, pour se sentir bien. Et justement, alors est-ce que il y aurait un moyen de te contacter? Est-ce que tu as un site internet, par exemple? Oui, j'ai un site internet. Là, je te cache pas que suite à j'ai interrogé récemment les personnes qui font partie de ma cible, en fait, tous les parents TDAH, pour savoir quels étaient leurs besoins. Et je vais créer une grosse communauté avec une formation, des supports, mais accessibles, parce que souvent les formations, c'est t'as beaucoup de termes médicaux, c'est pas facile à comprendre, t'as des modules toutes les semaines, à la fin t'as un diplôme, donc c'est très bien de le faire quand t'as l'énergie, mais moi je voudrais proposer quelque chose où le parent, il a besoin d'avoir des infos sur un truc très précis, et c'est marqué par exemple problème sommeil, il va cliquer dessus, on va lui donner plein de pistes, des outils à tester à la maison, et il y a du concret. Et moi j'ai envie de proposer ça, quelque chose d'accessible à tout le monde, même si t'as pas fait d'études en médecine, tu comprends quand même, parce que des fois c'est hyper complexe en fait, hein. Il te parle de choses qui sont vraiment neurologiques, et c'est pas toujours accessible pour tout le monde. Et puis une communauté d'entraide entre parents, donc des outils concrets, une communauté d'entraide, et évidemment des entretiens avec moi pour qu'on puisse travailler
travailler sur des trucs très précis. Tu as parlé de dossier MDPH, ça peut être ça, mais ça peut être une problématique, ça peut être une comorbidité, ça peut être le lien avec l'école qui est pas toujours facile. Moi, j'ai bataillé, mais aujourd'hui, on a une belle relation, que ce soit avec le collège ou avec l'école primaire, pour qu'il soit aussi, qu'il fasse partie intégrante de la réussite de notre enfant, sans préjugés, en fait. Et en plus, vu que tu as vécu ça, en fait, t'es à même de savoir comment gérer cette chose-là au final. Tout à fait. Donc si je peux aider aussi d'autres parents à se dire ça y est, aujourd'hui on se sent bien, le TDAH il fait partie de notre vie et c'est ok parce qu'en fait ça roule. Après je dis pas que c'est facile, hein. Il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours mais ça je pense pour tout le monde, mais par contre aujourd'hui on sait comment avancer avec ça. Et alors justement du coup ton suivi tu le proposes, c'est en présentiel ou en distanciel? Alors, c'est en présentiel quand les gens sont dans le coin. Moi, je suis normande, mais on peut faire ça à distance sans aucun souci. Donc, soit en visio, soit par téléphone, comme préfère la personne. Moi, je m'adapte, en fait. D'accord. Sachant que je n'accompagne que les parents. Moi, je ne suis pas du tout médecin ni psychologue. C'est vraiment des aides techniques du quotidien. Moi, j'ai plutôt un parcours d'accompagnante socio-professionnelle et aujourd'hui, je suis ingénieure pédagogique, mais mon accompagnement, il est dirigé vers les parents et non pas vers l'enfant. D'accord. Vraiment pour leur donner des billes dans le quotidien pour appréhender ça de façon plus sereine et aussi en se disant qu'en tant que parent on fait bien ce qu'on peut en fait. On sait que c'est dur, faut pas culpabiliser, il faut se dire que chaque chose qu'on a pu mettre en place pour notre enfant, même si ça a pas marché, faut être fier déjà d'avoir essayé de faire des choses aussi pour lui et pour soi-même en tant que parent, en fait pour l'équilibre familial finalement. Et du coup, s'il y avait un moyen de te joindre, où est-ce qu'on pourrait, si une personne souhaite te contacter, comment elle peut faire? Alors, j'ai plein de canaux différents. Déjà, j'ai un groupe sur Facebook où on est sur le partage de support et l'entraide. J'ai un site internet, j'ai un Insta. Donc, à la limite, ce que je te propose, c'est éventuellement de mettre des liens. Comme ça, les personnes peuvent me contacter. Il y a aucun souci. Je mettrai les liens, oui. Et puis, si ces personnes-là sont concernées aussi et veulent venir juste dans la communauté pour nous donner leurs expériences ou si elles ont un coup de mou et qu'elles ont besoin de parler, je pense que ça, c'est super important. Au-delà de mes offres et tout ça, moi ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de pouvoir recevoir et offrir du soutien entre nous en fait, qu'on puisse en parler, qu'on puisse aussi voir que c'est pas toujours facile ailleurs, qu'on fait de son mieux, se donner des petites astuces, des petits tips et ça de façon juste bienveillante entre nous en fait. Et ce sera, du coup c'est en cours de création si j'ai bien compris. Oui, j'espère pouvoir sortir ça au mois d'août. Là c'est en cours de création. Prochainement je proposerai aux premières personnes qui le souhaitent de bénéficier du premier groupe du mois d'août, sachant qu'au début ce seront des sessions de 10 personnes parce que moi je veux assurer un suivi de qualité aussi pour chacun. Et j'en parlerai plus officiellement je pense sur Instagram, mais du coup je ferai une offre de lancement pour ce premier groupe-là parce que peut-être qu'il y aura encore des petites choses à peaufiner, ce sera peut-être pas parfait du premier coup. Bon, si tant est qu'une chose puisse être parfaite, je pense que tout est perfectible, mais voilà. Les personnes qui voudront me faire confiance pour le premier groupe, du coup, auront une offre privilégiée au niveau du tarif. Eh ben c'est super en tout cas. Du coup, je mettrai tous les liens dans mon podcast pour que tout le monde puisse avoir accès si jamais elle souhaite te contacter. Merci beaucoup. Du coup, je vais te poser une dernière question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tes enfants, mais du coup, ton mari est TDAH. Alors lui, du coup, comment ça peut se manifester au quotidien? Est-ce qu'il prend une médication Alors, lui, il prend plus une médication qui est en lien avec le fait de se sentir bien au quotidien. C'est pas forcément une médication qui est dirigée que pour le TDAH. Lui, ses difficultés, ça va être plus de l'ordre de l'organisation. Tu vois, tout ce qui est gestion administrative, les papiers, se souvenir des rendez-vous, en plus, si tu veux, nous, on a quand même c'est un peu militaire, hein, parce que avec 2 enfants où il faut aller tous les 28 jours chez le médecin, avoir l'ordonnance, prévenir la pharmacie qui commande parce qu'il y a beaucoup de rupture de stock, aller chercher le médicament, pouvoir avoir les rendez-vous des médecins, faut pas que les rendez-vous des 2 enfants soient au même moment. Nous-mêmes, on a des difficultés. Ah oui, c'est assez contraignant. Nous-mêmes, lui, il a des rendez-vous aussi. Moi, comme je suis aussi
malvoyante, j'ai des contraintes de santé par rapport au fait que je puisse pas sortir la nuit toute seule ou avec ma canne, mais je peux pas emmener toute seule en canne blanche mes enfants, donc j'ai besoin qu'un adulte les emmène. Enfin, on a une gestion du quotidien qui est très complexe, et malheureusement pour quelqu'un qui a un TDAH, c'est encore plus dur. Donc il travaille aussi là-dessus, il avance de son côté. Comme c'est une détection plus tardive du TDAH en tant qu'adulte, et que nous au départ on s'est concentré sur nos enfants parce que eux ils étaient susceptibles d'être en échec scolaire, donc on a voulu mettre le paquet là-dessus. Et comme je te le disais, ça a un coût, on pouvait pas forcément en même temps se concentrer sur mon mari. Donc lui, il est en train de faire ça là depuis quelque temps, plus d'un an, se concentrer vraiment sur lui. En fait, en grandissant, il y a aussi des problématiques qui arrivent. Tu me parlais de procrastination. Quand t'as pas tes parents pour te challenger ou pour faire à ta place parfois des papiers, des rendez-vous, les impôts et tout ça, c'est très dur pour quelqu'un de TDAH d'arriver à faire cette tâche qui lui paraît insurmontable. Ouais, il a beau la programmer, savoir qu'il faut la faire, ça tourne dans sa tête, ça tourne, il n'a pas cette impulsion de la faire parce que c'est trop compliqué. Je sens que tu te reconnais là-dedans, je le vois à tes yeux. J'avais la même chose avant, à chaque fois, avant de faire la chose, ça tournait en tête et jusqu'à ce que je la fasse, ça occupait toutes mes pensées. Et au final, on passe plus de temps à y penser que de faire la chose. Et au final, si on l'avait fait avant cette chose, on n'aurait pas passé tout ce temps à y penser et à ressasser toutes ces pensées en boucle. Tout à fait. Mais ça fait partie du trouble, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut se comprendre, s'écouter. Même si des fois je pète un câble parce que j'en ai marre de faire tous les trucs administratifs, je sais que c'est pas parce qu'il veut pas, c'est pas par manque de volonté ou par flemme, c'est parce que c'est... Autant moi il y a des choses qu'il fait qui me semblent très compliquées, je suis bien contente qu'il le fasse, pour lui c'est très compliqué ça d'avoir une organisation structurée au niveau administratif. Et du coup, est-ce que suite à son diagnostic, est-ce que ça l'a aidé? Oui, ça fait sens. Qu'il a pris sa médication. Oui, excuse-moi, ça fait sens par rapport à des choses qui pouvaient être lourdes depuis tout petit parce que en plus il vient juste d'avoir 45 ans et c'est vraiment des choses qui n'existaient pas du tout avant. On n'en parlait jamais. C'était pas très connu, oui. Même le psychologue, avant, les gens, de manière générale, n'allaient pas chez le psychologue. Enfin, ou pas trop. Non, c'était pour les fous. Et aujourd'hui, oui, ça s'est beaucoup démocratisé. Tout à fait. Aujourd'hui, on met plus les enfants qui ont du mal au fond de la classe en disant que c'est des cancres. Ça, c'est terminé. On dit, si ça va pas, justement, tu vas venir devant et je vais t'aider. Enfin, ça devrait être la démarche de base. Et aujourd'hui, voir un psychologue, être accompagné, je sais que c'est encore très difficile pour certaines personnes. Pour autant, si t'as mal aux dents, tu vas voir le dentiste. Si t'as un problème d'émotion ou un problème de choses que t'arrives pas à régler d'un point de vue psychologique, le psychologue, c'est pas en fait on fait aussi l'amalgame avec un psychiatre. C'est pas négatif, ouais. Et le psychiatre, il gère des pathologies qui peuvent être multiples, ça peut être le TDAH, ça peut être une bipolarité, ça peut être plein de pathologies différentes. Pour autant, tu l'as pas choisi ta pathologie et il faut bien un professionnel pour t'aider à gérer tout ça. Et je pense que faut le faire pour soi, pour prendre soin de soi, pour se sentir mieux et au moins essayer. Après on n'est pas obligé de le dire à tout le monde si on n'est pas à l'aise avec ça, mais essayer de le faire. Et si, je dirais, même si les gens qui nous écoutent ont dans leur entourage des gens qui se font aider à aller voir un psychologue, un psychiatre et tout, pas les féliciter, mais se dire c'est super en fait, c'est super que tu arrives à prendre soin de toi, parce que c'est encore dur pour certaines personnes d'en parler, de le dire et de le faire. Et plus les gens vont le faire, plus ce sera normal, comme d'aller voir le dentiste. Et puis même, moi je trouve que tout le monde en fait devrait aller voir un psychologue. Ah mais je suis d'accord. Je trouve que tout le monde en a besoin, et même si t'as pas forcément des problèmes entre guillemets graves, c'est quand même important, ça te permet de changer certaines choses qui t'handicapent au quotidien en fait. Le psychologue, c'est le regard extérieur sur tes pensées que t'as pas en fait. On n'a pas la prise de recul sur nos pensées parce qu'on vit avec nous-mêmes. Donc eux en fait, ils ont ce recul de se dire mais dis donc ce petit point-là, ce serait pas ça? Mais ouais, en fait. Et c'est un peu, t'as raison, c'est un peu comme l'ostéo, même si t'as pas mal quelque part, tu vas voir l'ostéo 1 ou 2 fois par an, il te remet un peu d'aplomb, hop, et le psy, c'est pareil. Mais en tout cas, Vanessa, merci d'avoir participé à mon podcast, d'avoir pu témoigner de ton expérience. Je pense que ça pourra aider certaines personnes à comprendre ce qu'est le TDAH.
Eh ben écoute Théa, moi je te remercie aussi de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir d'en parler parce que c'est devenu un sujet qui me passionne aussi, ça fait partie de mon quotidien. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes et s'il y a des questions à poser, envie de partager des infos par rapport à ça, ce sera avec grand plaisir. Et puis écoute, je te souhaite une belle journée et on se revoit très vite dans ton coaching.